Um, I think he's got a really big call to make this year. And for me, he hasn't done it. And the call is to make Declan Rice the captain. Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo. J'espère d'abord que vous allez très bien. Où que vous soyez, qui que vous soyez, j'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour vous, dans vos vies, pour vos proches. Et dans cette vidéo, on va faire un petit focus sur un joueur, pas de débrief, pas de preview, pas de situation globale du club sur la course au titre ou autre. Non, on va se focuser sur un joueur qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, malgré son absence du terrain, ce qui a déjà été une source de débat dans beaucoup de discussions entre les fans, entre les insiders, entre les pundits, comme on dit, les présentateurs télé. Et ce joueur, c'est Martin Odegaard. Donc Martin Odegaard, on va en parler parce que j'ai vu il y a quelques temps qu'il était dans pas mal de rumeurs de transfert. On l'envoie à Manchester United, on l'envoie au Bayern Munich, on l'envoie un peu aux quatre coins de l'Europe. Donc je voulais savoir pourquoi. Déjà, pourquoi autant de personnes voulaient voir Martin Odegaard partir du club. Est-ce que c'est juste une tentative de ses agents pour qu'il ait un petit peu plus de temps de jeu, notamment l'année prochaine? Parce que là, si les informations sont bonnes, on est le 11 mars là quand je fais cette vidéo. Il est blessé jusqu'à la fin du mois, donc c'est sûr qu'il ne jouera pas le match contre Leverkusen. J'ai l'impression qu'on fait un petit peu du cas par cas. Donc ça d'ailleurs, ça me plaît pas trop parce que ça voudrait peut-être dire que la blessure est plus grave que prévu. Moi je me souviens, c'est lui, il est fautif sur le but égalisateur de Brentford. Et je crois que après, je sais plus si c'était sur ce but, mais il essayait de dégager le ballon et il a dû se faire une hyper extension du genou, quelque chose. Enfin, son genou a pris un angle pas trop top. Donc depuis on l'a plus vu, on l'a vu aussi contre Tottenham, il a fait une passe D et puis après on l'a plus vu. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Martin Odegaard? Donc la première chose qui se passe, c'est les performances. Les performances de Martin Odegaard ne sont pas bonnes. C'est vrai qu'il a été pas mal blessé. Alors, il a été blessé presque un mois et demi, il me semble, en début de saison, entre octobre et novembre. Il y a eu une trêve internationale qui a fait qu'il a manqué moins de matchs avec Arsenal, mais il a quand même manqué presque 2 mois de compétition. Et là, ça doit faire quoi, 3 semaines, peut-être 2-3 semaines qu'il est blessé, et visiblement jusqu'à la fin du mois de mars. Donc déjà, ça n'a pas aidé ses performances, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, Martin Odegaard est vraiment en deçà de son niveau. Il avait déjà un petit peu baissé de niveau l'an dernier, mais là, cette saison, ça devient vraiment compliqué. Vraiment compliqué, que ce soit au niveau de sa technique, ce qui est très inquiétant, au niveau physique, ce qui s'explique par les blessures, et même au niveau mental. Il a l'air un petit peu absent. Notre capitaine. Donc c'est vraiment Declan Rice qui a pris le leadership au niveau du charisme de l'équipe et sur le terrain également. Avec Bukayo Saka, c'est vraiment les deux joueurs, je trouve, qui tirent Arsenal vers le haut quand ils sont là. Et Odegaard, on le sent de plus en plus effacé. On sent des joueurs de plus en plus leaders sur le terrain, comme j'ai dit, Rice, Saka, mais aussi un joueur comme Zubimendi qui vient d'arriver et tout de suite qui apporte sa patte. Saliba, Gabriel, Timber, Raya, voilà, il y a tous ces joueurs qui, je trouve, en termes d'attitude et de leadership, sont passés devant Martin Odegaard. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a des rumeurs qui sont en train de fleurir. Et c'est nourri aussi par la fanbase qui est de plus en plus critique envers Martin Odegaard, qui dit que le jeu est de plus en plus stéréotypé quand il est là. Et du coup, il y a vraiment certains fans qui réclament son départ, tout simplement, qui lui préfèrent Eze, qui certains lui préfèrent même Nwaneri, voire même Max Doman. Une situation qu'il y a 2 ans on ne pensait pas avoir parce que Martin Odegaard était tellement fort, brillait tellement avec Arsenal que c'était presque impossible de le voir dans cette situation. Mais voilà où on en est au 11 mars pour la situation de Martin Odegaard, blessé, indésirable pour certains fans, indésirable pour certains médias, aussi à Arsenal qui le voit déjà plier bagages cet été. Mais ce qui m'intéresse le plus et ce dont on aime parler sur cette chaîne, c'est le jeu. Donc au niveau du jeu, qu'est-ce qui se passe avec Martin Odegaard?
Alors c'est vrai qu'Odegaard est moins tranchant, beaucoup moins tranchant, on l'a dit. Depuis la saison dernière, je le sens un petit peu moins bien. Il a beaucoup joué. Et ça c'est une première chose. Je trouve qu'il a un petit peu pâti du manque de rotation ces dernières années d'Arteta. Et globalement du manque de rotation aussi d'Arteta en début de saison. Ça veut dire que Eze a été très bon quand Odegaard n'était pas là. Et quand Odegaard est revenu, Arteta a voulu mettre un point d'honneur à le mettre tout de suite titulaire, pour montrer en fait que son capitaine était toujours là, qu'il était toujours son homme de base. Mais je me demande s'il l'a pas un petit peu cramé aussi. Je me demande s'il l'a pas fait revenir soit un petit peu tôt, soit un petit peu trop vite physiquement et même mentalement. Il aurait peut-être dû donner un petit peu plus de minutes à Eze qui lui s'est retrouvé avec rien du jour au lendemain, malgré ses bonnes performances. Donc ça se ressent dans le jeu. Son volume physique, son volume de course, notamment au niveau du contre-pressing, qui sont beaucoup moins intenses. Il répond beaucoup moins à l'intensité de la première ligue, ce qui était quand même un de ses points forts. À Odegaard, le volume de course, le volume d'intensité dans les passes, dans tous les gestes qu'il faisait. C'était intense, ça va jamais être un guerrier au niveau du duel, ça va pas être un Rice ou un Caicedo. Mais par contre, il était là dans le contre-pressing, dans le repli défensif, dans l'abnégation. Et ça, on l'a moins cette année. C'est surtout cette année où je trouve qu'on le retrouve moins. Donc du coup, son impact est moindre dans le jeu. Et là où je rejoins beaucoup de fans, c'est qu'il est devenu très prévisible dans son jeu. Ça veut dire qu'il reçoit le ballon sur son demi-espace droit du terrain. Il va faire une ou deux touches de balle, essayer soit de trouver une passe au-dessus de la défense, soit de jouer latéral vers Rice, vers Zubimendi, voire même quelquefois vers Timber. Et c'est tout. Il va aussi dézonner, c'est un des joueurs qui a le droit, même le seul joueur dans l'effectif qui a le droit de dézonner, mais il va aller à gauche pour faire la même chose avec Martinelli, avec Calafiori ou Hincapié, et ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien, il n'y a plus de passes tranchantes, c'est aussi dû au fait que maintenant les équipes attendent clairement Arsenal. Les équipes se mettent en bloc bas pour ne pas concéder de but et garder au moins le match nul et peut-être compter sur 2 ou 3 contre-attaques pour planter 1 ou 2 buts. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mais justement c'est ce joueur qui est capable dans les petits espaces de glisser des ballons, de glisser des bons ballons, des ballons tranchants, des ballons de but, des passes clés pour des buts en fait, pour des buts. Un de mes points qui me gêne le plus avec Odegaard, c'est sa relation déjà avec Bukayo Saka qui est devenue inexistante. Quand vous voyez les matchs d'Arsenal, avant il y avait forcément 1, 2, 3, 4 entre Odegaard et Saka, un overlap de Ben White ou de Timber, et puis après Odegaard qui la met à Timber, ou alors Saka qui prend l'espace laissé par Timber ou par Ben White et qui se retrouve seul. Odegaard lui glisse le ballon et ça mène à un centre ou une frappe. Cette relation on l'a plus vue, que ce soit avec Timber ou avec Saka, on l'a plus vue cette saison. Et ça c'est ce qui me gêne le plus. Et ce qui me gêne aussi, c'est que sa relation est inexistante avec Victor Gyökeres. On a vu ces derniers temps, je trouve, une relation en train de se créer entre Eberechi Eze et Victor Gyökeres. On l'a vu contre Tottenham, la petite déviation de Gyökeres pour Eze. Eze qui fait quelquefois des petites passes en profondeur quand même pour Gyökeres. Mais Odegaard, mis à part sa passe décisive contre Tottenham pour Gyökeres, je trouve que la relation ne fonctionne pas du tout. C'est dû aux absences des deux parce que Gyökeres a été blessé également. Mais c'est là où on l'attend, comme j'ai dit, dans des blocs bas. Les appels de Gyökeres généralement sont bons. On attend qu'il glisse ses ballons, pour le buteur suédois. Et ces ballons n'arrivent jamais. Il préfère jouer conservateur. Alors ça a vraiment l'air des consignes de Mikel Arteta. On ressent vraiment la patte Arteta dans ce jeu assez conservateur, pas prise de risque dans la circulation du ballon, ou alors prise de risque quand vraiment les 11 joueurs adverses sont devant leur surface. Mais mis à part ça, il n'y a pas de relation avec aucun joueur offensif cette saison avec Odegaard.
Et ça, c'est le point qui me gêne le plus et qui montre pour moi qu'il y a vraiment un souci, soit au niveau de la tactique de Mikel Arteta, soit au niveau de Martin Odegaard. Au niveau de Martin Odegaard, que ce soit physique, que ce soit mental, je sais pas, parce que n'oubliez pas quand même les gars, hein, la santé mentale c'est important pour vous, mais c'est important aussi pour tout le monde, pour les joueurs de foot. Ça se trouve, ils traversent des choses qui sont compliquées et on le sait pas. Donc il y a toujours cette hypothèse aussi qui est pas relâchée. Les joueurs de foot sont des hommes. Les joueurs de foot sont aussi des hommes. Il leur arrive des choses dans leur vie privée. Donc on va pas mettre ça de côté, même si c'est pas le point principal pour moi, parce que pour l'instant on ne sait rien. Donc on va rapidement parler de stats aussi. J'aime pas trop ça. Je suis pas du tout un gars des XG, des passes progressives, des 99e centile, etc. Je suis désolé, j'adore mon gars Willou, mais pour ça, moi je suis pas du tout dans les stats, je suis plus dans le jeu, dans le ressenti, dans l'émotion. Mais c'est vrai que les stats parlent d'elles-mêmes. Martin Odegaard, il a 1 but et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison, en 27 matchs. L'an dernier déjà, il avait joué 45 matchs, donc le volume de matchs n'est pas le même, mais il était à 6 buts et 12 passes décisives, ce qui était déjà un peu moyen pour le capitaine d'un club qui veut gagner la première ligue et veut gagner des titres majeurs. Et la saison d'avant ça, il me semble qu'il était en double-double, il était en 11 buts ou 10 passes décisives ou quelque chose comme ça. Il a fait une saison bien pleine par rapport à l'année dernière et surtout cette saison. Et même si j'aime passer les stats, il y a une stat quand même qui est intéressante. Il est 48e centile en passe vers l'avant, en pourcentage de passe vers l'avant. Martin Odegaard cette saison. À titre de comparaison, Declan Rice, il est 77e centile. Ça dit tout. On a l'impression que Odegaard fait que jouer latéral. C'est confirmé par les stats. Il joue pas vers l'avant. Il n'y a pas de relation avec aucun joueur offensif. Et du coup, ça se ressent dans ses performances et dans tout le jeu d'Arsenal. Parce que, rappelez-vous quand même le match contre Brentford. Il sort aisé à la mi-temps, ce qui était très dur. Et l'entrée d'Odegaard, c'est une bouffée d'air frais. Il fait une louche pour Trossard, je crois, qui a une occasion de but. Il est partout, il est vertical. Il est très bon quand il rentre. Et malheureusement, il se fait bouffer sur le but, sur l'égalisation de Lewis Potter, je crois, de Brentford. Et après, il n'a pas réussi à revenir dans ce match. Il n'a jamais réussi à revenir alors qu'il avait été très bon. Et on a vu quand même une bribe de ce que ressemblait Arsenal avec Odegaard. Parce que moi, je suis fan d'Eberechi Eze. Pour moi, il devrait plus jouer. C'est vraiment un joueur spécial. Vraiment un joueur spécial. Mais il y a encore pour moi une classe entre Eze et Odegaard. Un Odegaard à 100%. Il joue quasiment tous les matchs en titulaire indiscutable. Il y a 2 noms qu'on met tout de suite sur la feuille de match, c'est Declan Rice et Martin Odegaard. Mais là, il est vraiment plus devenu aussi important, aussi indispensable dans l'effectif d'Arteta. Donc c'est gênant, surtout quand c'est ton capitaine en fait. Quand ton capitaine est en méforme, tout de suite on le voit partir à droite à gauche, bien sûr. Parce que c'est le joueur qui est censé incarner ton club, et quand lui a une méforme alors que ton club performe, bah forcément on doute de ta légitimité en tant que capitaine et en tant que joueur. Donc je comprends un petit peu les rumeurs de départ qu'il y a autour de Martin Odegaard. Mine de rien, c'est sa 6e saison si on inclut les prêts à Arsenal. Et durer dans le temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans un club de foot. D'autant plus dans notre ère avec les réseaux sociaux, le digital où tout va vite. On va avec TikTok, on va avec les réels sur Instagram, etc. Et mine de rien, notre société a pris le pli de cette consommation rapide. Et le foot déroge pas à la règle. Ça veut dire que maintenant tu achètes un joueur à 18 ans, à 20 ans s'il n'a pas performé, tu l'envoies en prêt ou tu le vends. Regardez ce que fait Chelsea. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Noni Madueke. Il le prête au PSV assez jeune, je crois qu'il avait 20 ans, 21 ans, ou quelque chose comme ça, ou 22 ans. Il a pas performé pendant 2-3 saisons. Hop, on le vend à Arsenal. Pourtant Madueke a encore un plafond
à atteindre. Et c'est encore un très bon joueur en devenir pour moi, parce qu'il me semble qu'il a que 24 ou 25 ans, Noni Madueke. Donc il y a beaucoup de spéculation qui se fait autour des jeunes joueurs. Et surtout, c'est difficile de rester 4, 5 ans, 6 ans dans un club maintenant. J'ai même vu des rumeurs de transfert autour d'Ousmane Dembélé pour cet été, par exemple, alors qu'il a été élu Ballon d'Or l'année dernière. Vous voyez comme ça va vite, ça va hyper vite. Donc là, 6 saisons pour Marcin Odegaard à Arsenal, c'est beaucoup. Il fait partie des meubles, il commence à faire partie des meubles. Et c'est pour ça que peut-être au niveau des fans, au niveau des médias, il y a un sentiment de lassitude de voir Odegaard. Il y a Eze qui est venu insuffler un souffle nouveau. Nwaneri également, Max Doman encore plus depuis cet été. Donc il y a cette donnée qui n'est pas à prendre à la légère. Et il y a l'explosion bien sûr de Declan Rice cette saison qui s'impose totalement comme le leader d'Arsenal, le meilleur joueur d'Arsenal, et qui prend le club et l'équipe sur ses épaules à chaque match pour la tirer vers le haut. Et ça a pas aidé. Ça n'a pas aidé parce que Declan Rice en plus est anglais. Il incarne le fighting spirit à l'anglaise, et c'est pour ça qu'il y a des joueurs comme des anciens joueurs comme Tony Adams, la légende d'Arsenal, qui ont dit des choses comme Rice devrait être titulaire et Odegaard devrait être déchu de son brassard de capitaine. Donc ça a un peu de sens, je trouve, de dire ça. Mais pour moi, je vois pas ça arriver parce que ça serait un désaveu complet pour Martin Odegaard. Et dans ce cas-là, je le verrais très clairement partir. En fait, pour moi, soit il reste capitaine d'Arsenal et il reste pour se battre pour sa place l'année prochaine, soit on lui enlève le capitanat et il part l'année prochaine. Parce que les joueurs de foot ont quand même un ego, même si c'est un team player, ça se voit que c'est vraiment un team player. Il doit avoir son ego, il doit penser à son cas personnel, mine de rien, parce que c'est quand même sa carrière qui est en jeu. On a l'impression qu'il fait partie des meubles de garde aussi, parce que ça fait depuis qu'il a 15 ans qu'on entend parler de lui. Donc ça commence à faire un sacré paquet d'années. Je crois qu'il a 27 ans maintenant, Martin Odegaard, mais on a l'impression qu'il a déjà 15 ans, 20 ans, 30 ans de carrière derrière lui. Et du coup, il y a peut-être ce sentiment de lassitude qui prédomine et qui fait qu'on a envie de le mettre sur le côté. Donc, après tout ça, est-ce que pour autant, il faut vendre Martin Odegaard cet été ? Alors, je comprends la frustration de certains fans. Je comprends la frustration dans les performances d'Odegaard. C'est frustrant de voir un de ses meilleurs joueurs décliner de cette façon depuis 2 saisons. Comme j'ai dit précédemment, il est là depuis longtemps, donc on a plus tendance à dire bon, faites venir une nouvelle personne pour renouveler un petit peu l'air dans ce milieu de terrain. Mais, parce qu'il y a un mais, pour moi il a le droit à une dernière chance. Il a le droit à une dernière chance l'année prochaine. Il y a une Coupe du Monde. Je pense que ça peut l'aider ou le desservir. Un des deux cas. Le meilleur cas pour moi pour Odegaard, c'est qu'il finisse la saison comme il l'a fini, ça veut dire. À la limite, il doit être blessé jusqu'à la fin de la saison, qu'il soit blessé jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'aimerais qu'il prenne soin de lui et qu'il revienne totalement fit pour la Coupe du Monde. Qu'il revienne totalement fit pour la Coupe du Monde, qu'il fasse une belle Coupe du Monde, une bonne Coupe du Monde, qu'il en mette les yeux à tout le monde, qu'il rappelle quel type de joueur il est, et qui continue sur sa lancée pour la saison prochaine. Et si la saison d'après il y a encore des blessures, ou alors il y a encore des méformes, là il faudra commencer à parler d'un départ. Parce que les gars, n'oubliez pas qui est Martin Odegaard. N'oubliez pas qui est Martin Odegaard. Si vous aimez le foot, vous savez qu'il y a ce débat autour de le foot est devenu trop stéréotypé, trop systémique, on s'ennuie. Heureusement qu'il y a des joueurs comme Lamine Yamal qui sont là pour éblouir un petit peu nos matchs. Odegaard, c'est ce genre de joueur-là. Odegaard, c'est ce genre de joueur qui te sort une magie dans un match cadenassé, une louche, un extérieur du pied, une passe en virgule venue de nulle part pour t'émerveiller le match, te le débloquer et ensuite déverrouiller le cadenas adverse. C'est ce genre de joueur. Il est entre ce mix de meneur de jeu à l'ancienne, un peu comme Ozil, avec ce volume de jeu capable de tenir les cadences actuelles de Première Ligue. Donc pour moi, quand il est à 100%, Marcin Odegaard est toujours un joueur élite, un top 10 à son poste dans le monde, sans aucune hésitation.
Et c'est pour ça que moi je lui laisserai encore une chance. Je lui laisserai encore le Capitana également l'année prochaine parce que c'est important qu'il le garde. Si Arsenal va au bout cette année, il aura un sentiment de pas avoir d'avoir pas complètement participé à cette épopée. Et j'aimerais bien qu'Odegaard mène vraiment cette garde d'Arsenal vers un titre. Et du coup, pour moi, il faudrait lui laisser le Capitana l'année prochaine, même si c'est clair que Declan Rice est devenu le meilleur joueur et le poumon de cette équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas de Martin Odegaard. Est-ce que vous voulez le voir partir ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une plus-value aussi à faire sur lui ? Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des rumeurs comme quoi Arsenal voudrait lui proposer un nouveau contrat. Donc pour moi, ça serait une bonne chose pour lui montrer l'importance qu'il a et l'affection qu'il a au sein du club. Mais en même temps lui dire, si la saison prochaine tu performes pas, bah, on te dégagera. Donc avec cet ultimatum de en gros revaloriser son contrat, mais aussi en vue d'une prochaine vente, d'une future vente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, fan d'Arsenal ou même fan de Première Ligue ou fan de football en général. Qu'est-ce que vous pensez du cas Martin Odegaard ? Est-ce qu'il est totalement fini ? Est-ce qu'après ça il va partir à la Juventus ou un club comme ça et va enterrer sa carrière dans 3 ans en Arabie Saoudite ou en MLS ? Ou est-ce que vous pensez quand même au rebond d'un génie du ballon de notre ère moderne quand même. Il faut remettre l'église au milieu du village. Donc voilà, commentez pour me donner vos avis, partagez cette vidéo, likez, parlez-en à tout le monde autour de vous, vos proches, vos amis, etc. C'était l'Arsenalien pour vous servir. N'hésitez pas à me dire si ces petits focus sur un joueur de l'équipe vous plaît. Et j'en referai peut-être de temps en temps entre 2 ou 3 débriefs ou previews. C'était l'Arsenalien pour vous servir. Et n'oubliez pas, North London is red.